Les infirmiers de combat ne savent que faire des bandages. Ils ne peuvent rien porter de concret. Ces mots moqueurs résonnèrent tandis qu'Emily Carter, 27 ans, serrait un marine saignant d'une blessure à la poitrine, se préparant à gravir 200 marches en pierre. Pour ses camarades, elle n'était qu'une petite infirmière qui ne tiendrait pas la moitié du chemin. Mais Emily serra les dents, traînant le soldat vers le bunker, pour s'effondrer d'épuisement. Et le lendemain matin, lorsqu'elle se réveilla, la porte s'ouvrit sur 500 marines la saluant, transformant les insultes de la veille en légende. Emily se tenait là, dans la chaleur poussiéreuse de la base. Ses bottes étaient éraflées, et son uniforme était simple, sans un signe criant son grade. Elle était petite, à peine 1,57 m, avec un visage qui semblait trop jeune pour la zone de guerre qui l'entourait. Ses cheveux étaient tirés en arrière, sans maquillage, sans artifice, juste une sorte de beauté discrète qui ne réclamait pas l'attention. Les autres soldats la remarquaient à peine la plupart du temps, à moins que ce ne soit pour lancer une pique sur sa taille ou son travail. Pour eux, elle n'était que l'infirmière, celle qui pansait les coupures et distribuait des pilules. Pas une guerrière, pas quelqu'un qui avait sa place au cœur de l'action. Il la voyait traverser la base, son sac médical en bandoulière, et il ricanait. Infirmière, murmurait-il, comme si c'était une insulte. Elle ne les corrigeait jamais, n'élevait jamais la voix. Mais ses yeux, vifs et inébranlables, captaient chaque mot. Avant que l'enfer ne se déchaîne ce jour-là, Emily vérifiait les fournitures à l'infirmerie. L'air était lourd, cette chaleur sèche qui irrite la gorge. Elle comptait les bandages, ses mains rapides mais prudentes, quand un groupe de marines passa. C'étaient de grands gaillards, tout en musclés en fanfaronnade, leurs fusils nonchalamment en bandoulière, comme s'ils étaient chez eux. L'un d'eux, un type nommé Kesley, avec une mâchoire carrée et un sourire coupant, s'arrêta et s'appuya contre le cadre de la porte. « Et, Carter, lança-t-il, assez fort pour que les autres l'entendent, tu as déjà soulevé quelque chose de plus lourd qu'un pansement ?» Les autres rirent, un son sec et aboyeur qui résonna sur les murs de béton. Emily ne leva pas les yeux, elle continua de compter. Kesley insista. « Je parie que si on te donnait une vraie charge, tu t'écroulerais. » Un autre gars, intervint Jenkins, sa voix dégoulinante de fausse pitié. « Elle est trop délicate pour ça, mec. Restant à ta petite trousse d'infirmière. » Les doigts d'Emily s'arrêtèrent une seconde sur un rouleau de gaz. Puis elle continua. Quelques heures plus tôt, Emily avait pris un café rapide au mess avant son quart de travail. La pièce était bruyante, remplie de plateaux qui s'entrechoquaient et de soldats qui parlaient les uns par-dessus les autres. Elle se tenait à l'écart, remuant son café avec une cuillère en plastique, quand un caporal nommé Larson, un type aux cheveux gominés et à l'habitude de citer ses relations, la repéra. Il donna un coup de coude au type à côté de lui, un soldat de première classe au rire bruyant nommé Gibbs. « Regardez Carter, » dit Larson, sa voix portant. « Elle est là, comme si elle attendait un bus, pas une guerre. » Gibbs renifla, renversant sa boisson. « Qu'est-ce qu'elle va faire quand les choses sérieuses commenceront? Distribuer de l'aspirine ?» La table éclata de rire, les têtes se tournant pour fixer Emily. Elle remua son café une fois de plus, la cuillère raclant le fond de la tasse, puis la posa et sortit, ses bottes silencieuses sur le carrelage. Larson la rappela, « Ne trébuche pas sur ton stéthoscope, infirmière. » Les rires la suivirent jusqu'à la porte. « Si cela vous parle, si on vous a déjà rabaissé sans raison valable, prenez une seconde, prenez votre téléphone, cliquez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne. » Cela signifie énormément de continuer à raconter des histoires comme celle-ci, des histoires qui touchent profondément et montrent de quoi les gens sont vraiment faits. Continuons ensemble. Les moqueries ne s'arrêtèrent pas là. Plus tard ce matin-là, Emily traversait la cour, se dirigeant vers un soldat souffrant d'une entorse à la cheville. Un groupe était étendu près du mess, se passant une bouteille d'eau et parlant fort. L'un d'eux, un gars dégingandé nommé Torres, avec une dent de devant ébréchée et l'habitude de parler par-dessus tout le monde, la repéra. « Hé, Carter » cria-t-il. « Tu as déjà pensé à trouver un vrai boulot ici? Infirmier de combat, c'est juste une façon élégante de dire que tu as peur du front. » Les autres ricanèrent, l'un d'eux crachant dans la terre. Un grand marine, Sullivan, bâti comme un tank et toujours impatient de le prouver, ajouta sa propre pique. « Si tu peux hisser qui que ce soit en haut de ces 200 marches jusqu'au bunker, je m'agenouillerai ici et je t'appellerai chef. »
Le groupe rugit, se tapant dans le dos. Emily s'arrêta de marcher. Elle tourna juste assez la tête pour croiser le regard de Sullivan. « Fais attention à ce que tu promets, dit-elle, sa voix basse et ferme. » Les rires faiblirent, mais seulement une seconde. Ils balayèrent ça d'un revers de main, la congédiant comme si elle n'était rien. Tandis qu'Emily s'éloignait, son sac médical se balançant contre sa hanche, un jeune soldat de première classe nommé Carter, sans lien de parenté, juste une cruelle coïncidence, décida d'en rajouter. Il était nouveau, désireux de s'intégrer, avec une énergie nerveuse qui le rendait bruyant. « Et, lieutenant, appela-t-il, sa voix se brisant d'une fausse assurance, vous êtes sûr d'être au bon endroit? Ce n'est pas un hôpital, ici? » Le groupe autour de lui gloussa, l'encourageant. Il s'approcha, ses bottes soulevant de la poussière, et brandit son téléphone, faisant semblant de prendre une photo. « Il faut que je mette ça dans l'album, l'infirmière qui joue au soldat. » Les autres rirent plus fort, quelques-uns lui tapant dans le dos. La main d'Emily se serra sur la bandoulière de son sac, ses jointures blanchies, mais elle ne se retourna pas. Elle continua de marcher, ses pas réguliers, la tête haute. Les moqueries s'estompèrent derrière elle, mais le poids de leurs mots persistait, lourd comme la chaleur. La base était une étendue de béton et de poussière, nichée dans une vallée où les montagnes se dressaient comme des juges silencieux. L'escalier en pierre, 200 marches taillées dans le flanc de la colline, menait au bunker au sommet, une forteresse de dernier recours. Tout le monde connaissait ces escaliers. C'était une bête, raide et irrégulier, le genre de montée qui vous brûlait les jambes rien qu'à le regarder. Les soldats en plaisantaient, se défiaient de les gravir les jours calmes. Mais personne ne portait un homme adulte en haut de ces marches, pas dans cette chaleur, pas sous les tirs. Emily les avait empruntés de nombreuses fois, son sac médical rebondissant contre sa hanche, son souffle régulier même lorsque ses jambes hurlaient. Elle ne se plaignait jamais, n'en faisait jamais tout un plat. Mais la façon dont elle se déplaçait, rapide et délibérée, comme si elle était toujours prête à l'action, faisait réfléchir quelques-uns des soldats plus âgés. Non pas qu'ils l'auraient admis. Quand l'embuscade frappa, ce fut comme un orage. L'air explosa de coups de feu, des détonations sèches déchirant l'après-midi. Les alarmes hurlèrent, et la base sombra dans le chaos. Les soldats se dispersèrent, criant, plongeant à couvert. Emily était à l'infirmerie quand les premières balles transpercèrent les murs. Elle s'effondra au sol, le cœur battant, mais ses mains bougeaient déjà, saisissant son sac médical. Dehors, elle entendit des cris, des ordres aboyés à la radio, le bruit sourd des bottes sur la terre. Un soldat de première classe de la marine, Dawson, fut touché au pied de l'escalier. C'était un grand gaillard, de plus de 90 kilos, avec une blessure à la poitrine qui saignait abondamment. Emily sprinta vers lui, ses bottes soulevant de la poussière, son sac claquant contre son flanc. Elle tomba à genoux à ses côtés, ses mains déchirant sa chemise pour trouver la blessure. Le sang inonda ses doigts, chaud et glissant. Avant même qu'elle ne puisse commencer, une voix déchira le chaos. C'était le lieutenant Brady, un officier maigrelet avec un presse-papier toujours à la main, connu pour son obsession du protocole. Il se tenait à quelques mètres, criant par-dessus les tirs, « Carter, vous êtes dépassé. Retournez à l'infirmerie, c'est votre place. » Son visage était rouge, ses yeux plissés de frustration. Quelques soldats à proximité hochèrent la tête, leurs fusils levés, mais leur attention fixée sur Emily. « Elle va se faire tirer dessus », marmonna l'un d'eux, un soldat de première classe nommé Walsh, qui avait l'habitude de grommeler des plaintes. Les mains d'Emily ne s'arrêtèrent pas. Elle pressa fermement un bandage contre la poitrine de Dawson, ses doigts glissants mais fermes. « Bougez », claqua-t-elle, sa voix assez tranchante pour faire tressaillir Walsh. Brady secoua la tête, se détournant comme si elle était une cause perdue. Elle s'en fichait. Elle avait du travail à faire. Les autres soldats la virent là, accroupie à découvert, les balles sifflant au-dessus d'elle. « Carter, reculez !» cria l'un d'eux, un type nommé Reynolds, avec une coupe en brosse et une voix rocailleuse. Personne ne peut le traîner en haut de ces escaliers. Laissez-le. Emily ne leva pas les yeux. Elle pressa un bandage contre la poitrine de Dawson, ses mains fermes même si le sol tremblait à cause d'une explosion proche. Non, dit-elle, sa voix tranchant le bruit, il vivra. Reynolds la fixa, la bouche à moitié ouverte comme s'il ne pouvait croire qu'elle lui tienne tête. Un autre soldat,
un jeune maigrelet nommé Parker, cria par-dessus les tirs, elle est folle. Elle va se faire tuer. Emily les ignora. Elle passa le bras de Dawson sur son épaule, sa petite silhouette pliant sous son poids, et se leva. La première marche fut une agonie, mais elle la gravit. L'escalier se dressait au-dessus d'elle, chaque marche une dalle de pierre dentelée, usée par endroits par des années de bottes. Le sang de Dawson imbiba son dos, chaud et lourd, tandis qu'elle ajustait son poids sur ses épaules. Ses jambes tremblaient, mais elle ne s'arrêta pas. Les balles sifflèrent, soulevant la terre au pied de l'escalier. Les autres soldats regardaient, certains figés, d'autres criant. « Elle est folle !» hurla Parker à nouveau, sa voix se brisant. « Ils vont mourir tous les deux. » Un autre gars, un sergent trapu nommé Malone, avec une cicatrice sur la joue, aboya, les infirmiers soignent les blessures, Carter. Ils ne jouent pas les héros. Des rires suivirent, amers et perçants, déchirant le chaos. La mâchoire d'Emily se serra. Elle fit un pas de plus, puis un autre, sa botte raclant la pierre. Le poids de Dawson pesait, menaçant de faire plier ses genoux, mais elle continua d'avancer. Tandis qu'elle montait, une radio grésilla à proximité, et une voix perça le statique. Le sergent Vega, un vétéran grisonnant avec une claudication et la réputation de ne jamais sourire, était accroupi derrière une barricade, aboyant des ordres, mais il s'arrêta pour observer Emily. Qu'est-ce qu'elle essaie de prouver? Marmonna-t-il dans la radio, assez fort pour que d'autres l'entendent. Elle va les tuer tous les deux pour rien. Le signal transmit ces mots à quelques soldats proches qui secouèrent la tête, leur visage tendu de doute. Le pied d'Emily frappa la marche suivante, son souffle venant par court halètement. Elle ajusta le poids de Dawson, ses épaules hurlant, et aperçut une vieille photo glissée dans son sac médical, un cliché fané de son jeune frère souriant dans un lit d'hôpital après qu'elle lui aidé à surmonter une jambe cassée des années auparavant. Elle cligna des yeux avec force, sa prise se resserrant, et continua de monter. À la 20e marche, son souffle était rauque, ses bras brûlaient. Les tirs ne cessèrent pas, et les cris d'en bas devinrent plus forts, plus désespérés. « Elle ne va pas y arriver, » dit Torres, sa dent ébréchée brillant tandis qu'il ricanait. « Regardez-la. Elle tremble déjà. » Le pied d'Emily glissa sur une pierre instable, et elle se rattrapa, sa main libre raclant la roche. Du sang perla de sa paume, se mêlant à la terre. Elle ne s'arrêta pas. La respiration de Dawson était superficielle, sa tête ballottant contre son épaule. Elle se pencha, sa voix à peine un murmure, « Tiens bon, je vais te sortir de là. » Ces mots étaient doux, mais ils portaient un feu que personne d'autre ne pouvait entendre. Marche après marche, elle grimpa, son petit corps une silhouette contre la fumée et la poussière. Autour de la 50e marche, le poids devint insupportable. Les jambes d'Emily hurlaient, son dos lui faisait mal, et sa vision se brouillait de sueur. Elle pouvait entendre les hommes en bas, leur voix un mélange de moquerie et d'incrédulité. « Elle va le lâcher, » dit Jenkins, sa fausse pitié remplacée par un sourire narquois. « Je vous avais dit qu'elle était trop faible. » Sullivan, le grand marine qui avait promis de s'agenouiller, se tenait les bras croisés, la regardant lutter. « Pas moyen qu'elle arrive à la 100e, dit-il, assez fort pour qu'elle l'entende. » Les lèvres d'Emily se pressèrent en une ligne mince. Son pied frappa la marche suivante, et elle chancela, se rattrapant contre le mur. Un instant, on crut qu'elle allait tomber. Les hommes en bas retinrent leur souffle, attendant qu'elle cède. Elle ne céda pas. Elle se redressa, ajusta le poids de Dawson, et continua. À mi-chemin, à la 100e marche, les jambes d'Emily fléchirent. Elle tomba sur un genou, son souffle venant par halètement. Le sang de Dawson avait transpercé son uniforme, tachant son dos et ses bras. Les tirs d'en bas étaient incessants, et les cris des soldats devinrent plus cruels. « Lâchez-le, Carter !» hurla un officier, le capitaine est. C'était un homme grand, avec une voix qui pouvait faire taire une pièce, toujours prompt à juger. « Vous mourrez avant d'atteindre le sommet. » Un autre soldat, un caporal nommé Diaz, qui avait l'habitude de mâcher du chewing-gum même en plein échange de tirs, rit. 200 marches. Elle n'a même pas fait la moitié. Les rires se répandirent, vifs et froids, comme une lame se tordant dans l'air. La lèvre d'Emily saignait maintenant, mordue à vif par l'effort. Elle se força à se lever, ses mains tremblantes tandis qu'elle serrait Dawson plus fort. À la 120e marche,
une ombre passa au-dessus d'Émilie, un drone bourdonnant à basse altitude, sa caméra scintillant au soleil. Un spécialiste technique nommé Ortiz, un gars avec des lunettes et un sourire suffisant, le contrôlait à distance de sécurité. Il se pencha en arrière sur sa chaise, regardant le flux sur sa tablette. « Regardez ça », dit-il au soldat proche, tournant l'écran pour montrer Émilie luttant pour monter les escaliers. « Elle fait son cinéma, hein ? Dommage que ce soit un échec. » Les autres rirent, se pressant autour de l'écran, leur moquerie se mêlant au grésillement de la radio. Émilie ignorait le drone, ne vit pas la caméra capturant chacun de ses faux pas. Sa concentration était sur Dawson, sur la prochaine marche, sur la porte du bunker qui semblait si lointaine. Ses mains tremblaient tandis qu'elle ajustait de nouveau son poids, ses doigts laissant des traces de sang sur sa veste. Elle ne s'arrêta pas. La montée devint un flou de douleur et de volonté. Les bottes d'Émilie frappaient chaque marche d'un bruit sourd, son corps hurlant au repos. Dawson remua, sa voix faible, à peine audible par-dessus les tirs. « Laisse-moi », murmura-t-il, sa main faible sur son épaule. Le visage d'Émilie se tordit, non pas de peur, mais de quelque chose de plus féroce. « Tais-toi » grogna-t-elle, sa voix basse et féroce. « Je suis infirmière de combat. Je sauve des vies à tout prix. » Des larmes coulèrent sur le visage de Dawson, se mêlant au sang sur sa joue. Il serra son épaule plus fort, comme s'il s'accrochait à sa force. Émilie continua de monter, sa petite silhouette tremblante mais inflexible. Les hommes en bas regardaient, leur moquerie plus discrète maintenant, leur visage commençant à changer. À la 150e marche, le corps d'Émilie défaillait. Ses jambes vacillaient, ses bras brûlaient, et son souffle venait par halètements superficiels. Le bunker était en vue, son entrée sombre une promesse de sécurité. Mais les escaliers semblaient sans fin, chacun plus haut que le précédent. Les soldats en bas étaient pour la plupart silencieux maintenant, leurs yeux fixés sur elle. Quelques-uns marmonnaient encore, leur voix basse, mais cinglante. « Elle délire », dit Torres, secouant la tête. « Elle se prend pour une sorte de héroïne. » Le pied d'Émilie glissa à nouveau, et elle se rattrapa, ses mains s'écorchant contre la pierre. Du sang goûta de ses doigts, mais elle ne lâcha pas Dawson. Elle pouvait sentir son pouls, faible mais présent, contre son épaule. C'était suffisant. Elle fit un pas de plus. À la 170e marche, une rafale de vent apporta un son familier, un moteur qui ronronnait bas, le genre qu'Émilie connaissait depuis son enfance. C'était le son de la vieille Jeep de son père, celle qu'il conduisait quand il lui avait appris à tirer dans le désert. Pendant une fraction de seconde, ses yeux se posèrent sur l'horizon où un convoi de ravitaillement arrivait, la poussière traînant derrière lui. Le souvenir la frappa durement, la voix calme et ferme de son père lui disant « Tu n'abandonnes pas, et aime. » Jamais. Elle secoua la tête, chassant la brûlure dans ses yeux, et se reconcentra sur les escaliers. Les hommes en bas ne remarquèrent pas le changement sur son visage, ne virent pas la façon dont sa mâchoire se serra davantage. Ils étaient trop occupés à la regarder lutter, attendant qu'elle échoue. Elle n'échoua pas. Elle grimpa, ses bottes raclant la pierre, chaque pas un défi à leur doute. Marche de Sens. Émilie atteignit la porte du bunker, son corps tremblant, son uniforme trempé de sang et de sueur. Elle s'effondra, Dawson toujours dans ses bras, sa poitrine se soulevant tandis qu'elle haletait pour respirer. La porte était ouverte, et des mains se tendirent, tirant Dawson à l'intérieur. Émilie gisait là, inerte, les yeux mi-clos, ses mains serrant toujours sa veste. Les soldats en bas restaient figés, leurs fusils baissés, leurs visages pâles. « Elle l'a fait », murmura Parker, sa voix à peine audible. « Elle l'a vraiment porté jusqu'en haut. » Les mots planèrent dans l'air, lourds d'incrédulité. Émilie ne les entendit pas. Son monde devint noir alors qu'elle s'évanouissait, son corps l'abandonnant à la ligne d'arrivée. Tandis que les infirmiers se précipitaient avec Dawson à l'infirmerie, une petite foule se rassembla près de la porte du bunker, fixant la forme affaissée d'Émilie. Un lieutenant nommé Foster, un homme avec un froncement de sourcils perpétuel et l'habitude de citer les règlements, s'avança. « Elle est imprudente, dit-il, sa voix assez forte pour porter, risquant de vie pour un coup pareil. Ce n'est pas une héroïne. » Quelques soldats hochèrent la tête, leur visage mal à l'aise, mais acquiescèrent. D'autres restèrent silencieux, leurs yeux fixés sur Émilie tandis que les infirmiers la soulevaient sur une civière.
Son sac médical gisait dans la terre, la sangle déchirée, la vieille photo de son frère se répandant sur le sol. Personne ne la ramassa. Ils la transportèrent à l'intérieur, son visage pâle, sa respiration faible, tandis que les mots de Foster persistaient comme une tache. À l'intérieur du bunker, les infirmiers grouillèrent. Ils emmenèrent Dawson à l'infirmerie, travaillant rapidement pour le stabiliser. Emily fut également transportée, sa petite silhouette molle et pâle. Les autres infirmiers secouèrent la tête tandis qu'ils lui posaient une perfusion. Folle, marmonna l'un d'eux, un type nommé Collins, aux yeux fatigués et à l'habitude de trop parler. Ça en valait la peine? Un autre soldat, un soldat de première classe nommé Reed, avec un rire nerveux, ricana. Elle se croit surhumaine ou quelque chose comme ça. Une troisième infirmière, une femme plus âgée nommée Harris, soupira en vérifiant le pouls d'Emily. Elle a dépassé ses limites. Personne ne se remet d'un tel épuisement. La pièce était silencieuse, l'air épais de doute, mais Dawson vivait. La balle avait manqué son cœur de quelques centimètres, et les bandages d'Emily, appliqués sous les tirs, avaient retenu le sang assez longtemps. Les infirmiers travaillèrent toute la nuit, et au matin, il était stable. Des murmures commencèrent à se répandre dans la base, d'abord silencieux, puis plus forts. Elle l'a porté sur les 200 marches, dit un soldat, sa voix basse d'admiration, sous les tirs, en se vidant de son sang. Les hommes qui s'étaient moqués d'elle Kesley, Sullivan, Torres entendirent les mots et se turent. Leurs yeux se baissèrent vers le sol, leurs mains s'agitant nerveusement. Sullivan, le grand gars qui avait promis de s'agenouiller, se tenait à l'écart, le visage tendu. Il ne dit pas un mot. Ni les autres. L'air était différent maintenant, plus lourd, comme si quelque chose avait changé. Emily gisait à l'infirmerie, sa respiration superficielle, son corps immobile. Les autres infirmiers la regardaient, leur visage un mélange d'inquiétude et de respect. Quelques soldats traînaient à proximité, leurs bottes raclant le sol. Elle n'est toujours qu'une infirmière, marmonna Torres, mais sa voix était faible, comme s'il n'y croyait plus. Un autre gars, un soldat de première classe nommé Ellis, qui avait l'habitude de se ronger les ongles, secoua la tête. Personne ne se souviendra de ça demain, dit-il, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers la couchette d'Emily. Le doute persistait, planant sur la pièce comme de la fumée. Personne ne savait si elle se réveillerait. Personne ne savait ce qui se passerait si elle le faisait. Tandis que la nuit s'éternisait, un jeune infirmier nommé Patel, à peine sorti de l'entraînement et habituellement trop timide pour parler, se tenait près de la couchette d'Emily, vérifiant sa perfusion. Il remarqua quelque chose, un petit écusson usé sur son sac médical, brodé de ses initiales et des mots « ne jamais abandonner ». Il était fané, cousu à la main, probablement vieux de plusieurs années. Les mains de Patel ralentirent, ses yeux s'attardant dessus. Il ne dit rien, mais il recula, les épaules plus droites, et veilla sur elle toute la nuit. Dehors, la base était silencieuse, les tirs avaient cessé, mais la tension demeurait. Les soldats passaient devant l'infirmerie, jetant un coup d'œil par la porte, leurs visages indéchiffrables. L'histoire de l'ascension d'Emily se répandait, mais aussi le doute, les murmures selon lesquels un seul acte ne changeait pas qui elle était. Le lendemain matin, le soleil se leva sur les montagnes, projetant de longues ombres sur la base. Emily remua, ses yeux s'ouvrant en un battement, son corps endolori, chaque muscle hurlant, mais elle s'assit lentement, ses mains serrant le bord de la couchette. L'infirmerie était silencieuse, les autres infirmiers partis s'occuper de nouveaux blessés. Elle balança ses jambes sur le côté, ses bottes touchant le sol, lorsque la porte s'ouvrit. Un sergent se tenait là, le visage grave. « Carter, dit-il, sa voix basse. Vous devez voir ça. » Emily fronça les sourcils, la tête encore embrumée, mais elle se leva, se stabilisant contre le mur. Elle le suivit dehors, ses pas lents, son sac médical toujours en bandoulière. La cour était bondée. 500 marines se tenaient en parfaite formation, leurs uniformes impeccables, leurs visages de pierre. Emily s'arrêta, le souffle coupé. L'officier commandant, le colonel Grayson, un homme aux cheveux gris et à la voix qui pouvait faire taire une pièce, s'avança. Il ne sourit pas. Il n'en avait pas besoin. Lieutenant Carter, dit-il, ses mots portant à travers la cour. Les marines claquèrent au garde-à-vous, leurs mains se levant dans un salut qui tonna à travers le silence. « Oui, mon colonel. » Rugirent-ils,
leur voix faisant trembler le sol. Émilie se tenait là, les yeux grands ouverts, des larmes coulant sur ses joues. Ses mains tremblaient à ses côtés, mais elle n'essuya pas son visage. Elle resta debout, petite et inébranlable, tandis que le poids de leur respect l'envahissait. Dans la foule, un soldat nommé Mitchell, un homme tranquille qui n'avait jamais participé aux moqueries, s'avança après le salut. Il avait été l'un des rares à apporter de l'eau aux infirmiers pendant l'embuscade, ses mains fermes même sous les tirs. Maintenant, il tendit le sac médical d'Émilie, celui qui avait été laissé dans la terre près du bunker. La photo de son frère y était replacée, soigneusement posée. « Vous avez laissé tomber ça, dit-il, sa voix douce mais claire. Émilie le prit, ses doigts effleurant l'écusson usé avec ses initiales. Elle hocha la tête, les lèvres serrées, et remit le sac en bandoulière. Mitchell recula, ses yeux rencontrant les siens un instant avant qu'il ne rejoigne la formation. Les autres soldats regardaient, leur silence plus fort que n'importe quel mot. Les hommes qui s'étaient moqués d'elle étaient là aussi. Kesley se tenait à l'arrière, la mâchoire serrée, les yeux fixés au sol. Sullivan, le grand marine, était au deuxième rang, le visage pâle, les mains serrées. Torres se tenait à l'écart, sa dent ébréchée cachée derrière une bouche close. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Le salut disait tout. Émilie ne les regarda pas. Elle n'avait pas besoin de leurs excuses. Elle resta là, la tête haute, son sac médical toujours sur son épaule. Le moment s'étira, lourd et silencieux, jusqu'à ce que Grayson s'avance de nouveau. « Vous avez sauvé un marine, Carter, dit-il, sa voix plus douce maintenant. Vous avez sauvé l'un des nôtres. » Émilie hocha la tête une seule fois, les lèvres serrées. Les jours qui suivirent furent différents. La base bruissait de l'histoire de ce qu'Émilie avait fait. Des soldats qui ne lui avaient jamais parlé auparavant hochaient la tête quand elle passait. D'autres s'arrêtaient pour lui demander comment elle allait, leur voix prudente, respectueuse. Kesley, le fanfaron à la mâchoire carrée, était plus silencieux maintenant. Une semaine plus tard, il fut réaffecté à un poste de bureau aux États-Unis, son attitude n'étant plus la bienvenue sur le terrain. Torres, le gars à la dent ébréchée, se retrouva au mauvais bout d'une publication virale sur X où un soldat qui avait vu l'ascension le dénonça pour ses moqueries. La publication se répandit, et le nom de Torres devint un avertissement. Sullivan, celui qui avait promis de s'agenouiller, perdit un contrat de sponsoring dont il se vantait depuis des mois. Personne ne dit pourquoi, mais le timing n'était pas difficile à deviner. Émilie ne parla pas de ce qui s'était passé. Elle n'en avait pas besoin. Elle retourna au travail, vérifiant les fournitures, pensant les blessures, ses mains toujours aussi fermes. Mais quelque chose avait changé. La façon dont elle marchait, la façon dont elle portait son sac médical, la façon dont ses yeux croisaient les vôtres, c'était différent. Plus fort. Pas bruyant, pas ostentatoire, juste sûr. Elle ne se réjouit pas du transfert de Kesley ni de l'humiliation de Torres. Elle ne hocha pas la tête quand quelqu'un mentionna le contrat perdu de Sullivan. Elle continua simplement d'avancer, ses bottes raclant la terre, son sac médical rebondissant contre sa hanche. La base n'était plus la même. Elle non plus. Un mois plus tard, Émilie était à l'infirmerie, triant une nouvelle cargaison de fournitures. La porte s'ouvrit, et un homme entra. Grand, silencieux, avec une présence qui remplissait la pièce sans un mot. Son mari, le capitaine Daniel Carter, un homme dont le nom avait du poids sur toute la base. Il ne dit pas grand-chose, se contenta de hocher la tête aux autres infirmiers et marcha aux côtés d'Émilie. La pièce devint silencieuse. Collins, l'infirmier bavard, se figea au milieu d'une phrase. Harris, l'infirmière plus âgée, détourna le regard, ses mains soudainement occupées. Reed, le soldat de première classe au rire nerveux, recula, les yeux écarquillés. Personne n'eut besoin de prononcer le nom de Daniel. Sa présence était suffisante. Émilie leva les yeux vers lui, son visage s'adoucissant pour la première fois de la journée. « Tu es en avance, dit-elle, sa voix basse. Il sourit un peu. « Je ne pouvais pas attendre, dit-il. » Elle referma son sac médical, le claquement du fermoir résonnant dans le silence, et sortit avec lui. Alors qu'ils entraient dans la cour, un jeune soldat, le soldat de première classe Nguyen, regardait de loin. C'était un gamin de Californie, à peine 19 ans, qui avait toujours été discret.
pendant l'embuscade, il avait vu Émilie commencer son ascension, et cela l'avait marqué. Maintenant, il sortit un carnet, griffonnant une lettre à sa mère restée au pays. « Tu ne croirais pas ce que j'ai vu ici », écrivit-il, sa plume tremblante. Cette infirmière, elle a porté un gars sur 200 marches. Tout le monde disait qu'elle ne pouvait pas. Ils avaient tort. Il marqua une pause, regardant Émilie et Daniel s'éloigner, sa petite silhouette stable à côté de la sienne. Nguyen arracha la page, la plia et la glissa dans une enveloppe. Il ne le savait pas, mais cette lettre ferait son chemin jusqu'à un journal local, répandant l'histoire d'Émilie plus loin. La base continuait de fonctionner. La guerre continuait de faire rage, mais l'histoire d'Émilie ne s'estompa pas. Les soldats la racontaient aux messes, dans les baraquements, à la radio vers d'autres bases. La petite infirmière qui avait porté un marine ensanglanté sur 200 marches sous les tirs. L'infirmière dont ils s'étaient moqués, qui leur avait prouvé qu'ils avaient tort. Elle n'avait pas besoin de crier sa valeur. Elle n'avait pas besoin de se battre pour le respect. Elle l'avait gagné pas à pas, avec du sang, de la sueur et une volonté de faire. Et les hommes qui s'étaient moqués d'elle? Ils apprirent ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un comme elle. La réalité a une façon de rattraper son retard. Parfois, vous portez le poids des doutes des autres. Parfois, vous gravissez des escaliers que personne ne pense que vous pouvez monter. Parfois, vous tombez, et le monde s'attend à ce que vous restiez à terre. Mais vous ne le faites pas. Vous vous relevez. Vous continuez. Et quand vous le faites, ceux qui doutaient de vous verront. Ils sauront. Vous n'avez jamais été petite. Vous n'avez jamais été faible. Vous avez toujours été suffisante. D'où regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous pour marcher avec moi à travers le chagrin, la trahison et, finalement, la guérison.